contacté pour devenir conférencier. Ma problématique, c'était comment intéresser un panel de public aussi large que des personnes qui peuvent être assez néophytes dans le domaine, et également des experts. Et parmi ces experts, certains qui ont été mes professeurs en plus, puisque j'ai eu la chance et l'honneur d'être élève à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Et pour donc l'arboristerie en général, je vais dire toucher un peu ma vie en quelque sorte sur l'aroma parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque Myrtea est une entreprise familiale qui a été fondée par mon père dans les années 90. Et je suis tombé dedans, donc la preuve, voilà, ça c'est excès de phénol, hein, dermocaustique. Donc quand on me demande est-ce que les huiles essentielles ça marche pour faire repousser les cheveux, je leur demande s'ils ont d'autres questions. Donc, je me suis dit, je ne vais pas m'intéresser à ce sujet-là pour la conférence. Donc le côlon irritable, comment toucher un large public et intéresser aussi potentiellement des experts. C'est que sur ce sujet, j'ai été concerné. Et je me suis dit, je peux faire une conférence sur beaucoup de domaines dans lesquels j'aurais fait juste de bêtes recherches sur comment soigner ci ou ça, accompagner ci ou ça. Mais le côlon irritable, j'ai été concerné et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le seul concerné. Donc voilà, potentiellement, je vais vous donner des chiffres, mais beaucoup dans la salle peuvent être concernés. Alors, donc on va voir qu'est-ce que le syndrome du côlon irritable, c'est bien de le replacer dans son contexte. Pourquoi le syndrome, pas la maladie, on va voir. Quels sont les symptômes du syndrome du côlon irritable, les origines, causes et facteurs de risque, sachant que c'est un... Voilà, à ce niveau-là, on n'est que sur des points d'interrogation. Donc je ne vais pas asséner des vérités. Hein. Je pourrais parler de ma vérité, ce que j'ai vécu et ce que j'ai lu. Voilà. Ensuite, que propose-t-on en médecine conventionnelle et résultats courants? C'est intéressant. On va également, parce que la médecine conventionnelle a tendance à avoir une approche symptomatique, je ne m'engage pas trop en disant ça, je pense, mais on peut aussi avoir une approche symptomatique en aromathérapie, donc je vais vous proposer aussi une approche symptomatique, comme si on faisait de l'allopathie avec les huiles essentielles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais également vous parler donc de l'hydrolathérapie un peu plus haut. J'ai vu que vous étiez vraiment emballé dessus avec Véronique Roda qui travaille avec nous chez Myrtea Formation. Je vais vous remettre une couche d'hydrolathérapie. Hein. Mais je ne replongerai pas dans la mémoire de l'eau, etc. Hein. Est-ce qu'il est là, Christian? Ah, sauvez-moi. Ensuite, je vais vous faire un zoom quand même voilà, sur une étude clinique qui a été menée en Italie en 2007 sur l'accompagnement du syndrome du côlon irritable avec les huiles essentielles et avec une huile essentielle en particulier. Vous allez voir que c'en est une qu'on connaît quand même assez bien normalement. Et donc je vais vous proposer quelques soins complémentaires et pas secondaires, hein, complémentaires apportés dans le syndrome du côlon irritable. Je vais parler de mon expérience personnelle, et puis je vais tout casser parce que je suis censé faire une conférence sur l'aromathérapie, et je vais conclure avec quelque chose qui dépasse l'aromathérapie. Alors, du coup, comme on démarre un peu tard, je ne sais pas trop à quelle heure terminer. Personne? Non? Bon, on ira jusqu'au bout, et puis voilà. Alors, qu'est-ce que le syndrome du côlon irritable? Donc déjà, c'est un nom, on va dire, médicalement, on l'appelle plutôt colopathie fonctionnelle. Sinon, on l'appelle aussi le syndrome de l'intestin irritable. Donc couramment, il se manifeste avec des douleurs abdominales, et voilà, on verra un peu plus loin sur les symptômes courants. Donc le transit est perturbé. Voilà, c'est un syndrome qui touche, donc, j'ai vu différentes sources. Alors l'assurance maladie parle de 5%. Je pense qu'elle est quand même assez bien placée pour parler de ça, mais j'ai vu, cela dit, d'autres études qui menées sur les pays occidentaux en général. Et puis, pardon, 7h05 17h, 17h05. Oh, on est large. Alors, donc, merci. Donc, j'ai vu donc, une étude qui menait sur les pays occidentaux en général, quand cette problématique touchait jusqu'à 20%. Donc, imaginez, dans la salle, s'il y a, je ne sais pas combien de personnes, 300, 400 peut-être. Donc une centaine. Donc on va dire que là,
dans le public, potentiellement, ont été concernés, sont concernés ou vont être concernés, jusqu'à 20 personnes. Imaginez. Alors, je vous en parle également parce que vous, en tant qu'herboriste, thérapeute, accompagnateur, c'est aussi quelque chose que vous allez très probablement beaucoup rencontrer. Voilà, donc je voulais vous proposer en toute humilité, mon expérience là-dessus, je vais essayer de faire quelque chose de pas barbant, d'être très pratico-pratique, voilà, parce que c'est aussi notre philosophie chez Myrtelle et Myrtelle Formation, c'est de mettre, on va dire, les personnes, les accompagnants directement dans le contexte, dans le pratique, dans le concret. Voilà. Alors, on peut parler de syndrome, on va dire, de maladie de civilisation, en quelque sorte. Hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui concerne particulièrement l'Occident. Et mon expérience dedans me donne une explication du pourquoi, donc je vous en parlerai. Alors, ce n'est pas une maladie, hein, déjà. C'est rassurant, hein, dans le sens du syndrome du colorectal, les gens disent que ce n'est pas une maladie. Hein, parce qu'on n'observe aucune lésion clinique. Et c'est assez mal connu, parce que ce n'est pas une maladie, ça n'a pas beaucoup de conséquences, donc c'est pas très intéressant, on n'en meurt pas. Bon, alors, on ne l'étudie pas énormément. Et le problème en plus, c'est qu'il il est multiforme, il est polymorphe. Selon les personnes, il va prendre des formes vraiment différentes. Alors, dans les symptômes courants, très couramment déjà, c'est notamment ce qui met la puce à l'oreille quand on commence à souffrir ce syndrome, c'est des douleurs qui peuvent être assez puissantes. Hein. Crampes abdominales, brûlures. On a un transit qui est perturbé et en alternance. Hein, tendance à la diarrhée, à la constipation. Moi j'avais parfois d'ailleurs des douleurs assez phénoménales qui même des fois m'irradient jusque dans la poitrine. Hein, imaginez l'inquiétude qu'on peut avoir, parce que quand ça commence à monter, les douleurs ça fait peur. Hein. Et parfois avec un transit parfaitement normal. Vous voyez, c'est vraiment très polymorphe. On peut souffrir donc forcément ballonnement, flatulence, borborigme. Vous savez ce que c'est que les borborigmes? C'est quand l'estomac, enfin c'est pas l'estomac, mais quand le système digestif est comme ça. Voilà. Et je peux vous dire que socialement, ça peut être très handicapant. Et une sensation générale d'inconfort. Mais vraiment, ça c'est quelque chose. C'est dur parce que posé comme ça fait pas très médical. Mais cette sensation générale d'inconfort, je peux vraiment parler. Vous avez vraiment une sensation d'être mal dans votre corps, mal incarné. Vous savez, quand la digestion se passe mal, ça influence, mais c'est sur tous les plans. Alors, symptômes secondaires. Donc, on retrouve. Alors, tout ça, c'est sourcé, notamment, je l'ai trouvé à la fois sur le site de l'assurance maladie et à la fois sur également le site de Vidal. Vous connaissez Vidal, le Vidal du médecin. Voilà. Intéressant hein, d'avoir ce genre de sources, et puis on les retrouve assez couramment. Donc, notamment, vous avez la fatigue. Les plus, ça veut dire en nombre d'occurrences. Hein. Les premiers principaux, vous aviez 3 plus, là on arrive dans les 2 plus, c'est-à-dire c'est moins courant. Hein. La fatigue. Moi, j'étais très très concerné par la fatigue. Troubles du sommeil, maux de tête, lombalgie, perte de poids, mauvaise haleine, nausées, troubles urinaires, tout un programme. Donc, origine, cause et facteurs de risque. Donc, je vous l'ai dit, c'est assez peu documenté. Parce qu'il faut savoir que le syndrome du côlon irritable, une question qu'on me pose souvent, hein, effectivement, quand il est bien diagnostiqué, d'ailleurs, il est important de bien diagnostiquer, hein, il faut bien aller voir un médecin concernant ça. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais ça concerne 50% des consultations chez un gastro-entérologue. Le syndrome du côlon irritable. 50% des consultations chez un gastro-entérologue. C'est intéressant quand même d'aller faire un diagnostic pour, on va dire, éliminer toute autre pathologie possible, hein, telle que la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Quand vous commencez à avoir de la fièvre ou du sang dans les selles, hein, vraiment il est très important de consulter parce que ce n'est pas le syndrome du côlon irritable à partir de ce moment-là. Hein, le syndrome du côlon irritable ne présente aucune lésion. Physiologiquement, vous êtes en pleine santé. Voilà. Et paradoxalement, vous souffrez comme vous n'en pouvez pas. Voilà. Donc, il m'intéresse peu la médecine parce que justement, parfaitement bénin, aucune, on va dire, évolution possible vers une autre pathologie. Hein. C'est pas parce que vous avez le syndrome du côlon irritable que vous risquez de déclencher un cancer de l'intestin. Hein, ni justement une rectocolite hémorragique. Voilà.
Alors, comme cause possible, j'ai cherché, j'ai trouvé qu'une étude menée aux États-Unis sur 399 infirmiers, dans ce précis, c'était 399 infirmiers. Et chez ces infirmiers, on regardait donc ceux qui avaient un rythme donc, de garde régulier et ceux qui avaient un rythme de garde tournant, c'est-à-dire un coup ils faisaient le jour, un coup ils faisaient la nuit. Et on s'est rendu compte d'une plus grande occurrence de ce syndrome chez les infirmiers qui avaient un rythme décalé, hein, et alternant particulièrement. Donc un manque de régularité, on va dire, entre leur journée et leur nuit. C'est une piste, c'est une possibilité, quelque chose qui nous donne des indications, mais qui n'explique pas. Hein. Donc selon Vidal, les causes probables identifiées par expérience de professionnels de santé donc, seraient déjà le stress chronique, la fatigue, l'anxiété, l'alimentation, notamment avec les aliments à facteurs de risque, donc gluten, lactose, crudité. On a également observé donc, que la colopathie pouvait se déclencher consécutivement à une infection intestinale aiguë. Alors c'est une piste intéressante parce que ça nous donne deux éléments qui sont récurrents donc, dans ces infections-là, et très couramment, donc du coup forcément l'antibiothérapie. Et consécutivement à une antibiothérapie, vous avez un microbiote qui va être perturbé. Hein. Donc, et très couramment, ce syndrome se déclenche après cette antibiothérapie. Donc on a également ensuite, après forcément une infection intestinale aiguë, une muqueuse digestive qui est inflammée et qui reste sensible dans le temps. Donc là on a des pistes qui commencent à être intéressantes. Mais encore une fois je vous le dis, ça n'explique pas tout, et notamment dans mon cas c'était intéressant mais pas suffisant. Alors autre cause possible, donc carence en sérotonine. Alors, c'est ce que j'ai trouvé également. C'est intéressant parce que la sérotonine est produite, vous le savez, à quel pourcentage au niveau intestinal? 95. 95. 94, si vous voulez être précis, pourcent, donc produit au niveau intestinal. Alors, qui de la poule et de l'œuf, hein, est-ce que, on va dire, le syndrome du côlon irritable entraîne une carence en sérotonine, ou est-ce la carence en sérotonine qui entraîne le syndrome du côlon irritable? Voilà, c'est que des pistes. Alors, même la médecine conventionnelle, pourtant assez frileuse donc, sur la prise en considération de la dimension psychosomatique dans les troubles, pourtant, même elle le met en avant et donc va pointer du doigt prioritairement justement la source émotionnelle, psychologique donc, de ce syndrome, et va préconiser donc, du repos, de la relaxation, donc, même de la psychothérapie, je l'ai lu, hein, chez Vidal, de faire attention donc, à son sommeil, avoir une activité légère et régulière, et alors elle préconise même de tenir un journal de son alimentation pour pointer, on va dire, l'augmentation, la diminution des troubles suite à la prise de tel ou tel aliment. Voilà, ça c'est intéressant à voir. Alors, elle vous préconise au niveau médicamenteux, donc selon les cas, des laxatifs de l'Est ou osmotiques, des ralentisseurs du transit, des antispasmodiques, des tranquillisants, ouais, et des antidépresseurs. Alors, tout programme. Le problème là-dedans, souvent ce que j'ai pu lire, également parce que moi je donne aussi des petites consultations, alors je ne m'installe pas en tant que tel, je le demande régulièrement, il m'arrive donc d'accepter. Et dans des cas comme ça, souvent ce que j'ai par contre comme retour à ce niveau-là, c'est que le problème avec un traitement uniquement allopathique, en tout cas conventionnel, du syndrome du côlon irritable, c'est que ça a tendance à installer la problématique dans le temps. Ça peut soulager dans un premier temps, mais c'est insuffisant et ce n'est pas la solution. Alors, en aromathérapie, là je vais casser certains mythes. Hein. En aromathérapie, on sait faire aussi du symptomatique. Alors, l'intérêt quand même du symptomatique, je vais le dire, c'est de soulager. Et une personne, quand elle est souffrante, si vous ne la soulagez pas, elle ne vous écoute pas.
Hein. Donc, l'approche symptomatique est intéressante sur ce plan-là. L'approche symptomatique est aussi intéressante en aromathérapie, parce que si vous pratiquez bien l'aromathérapie, vous n'avez pas d'effet secondaire. Vous n'avez pas de conséquences. Et qui plus est, l'aromathérapie est une approche assez complète. Alors complète, je vais l'expliquer, elle va agir aussi de manière plus subtile au niveau physiologique. Hein. Elle va aller donc dans l'approche, on va dire, 100% physique, mais également elle va s'étendre, surtout si vous choisissez donc, des huiles essentielles de qualité, elle va aussi s'étendre à un niveau plus subtil et jusqu'à un niveau énergétique vibratoire. Donc on a déjà quand même quelque chose qui se rapproche un peu plus du terrain. Hein. Alors, en aromathérapie, donc au niveau des symptômes, si vous voulez traiter donc, les douleurs consécutives aux crampes abdominales, aux brûlures, on va choisir des huiles essentielles antispasmodiques. Hein. Notre space font des huiles essentielles, mais sans conséquence, et notamment sans conséquence sur le foie. Hein, parce que le spasfon, par contre, a une potentielle toxicité hépatique si on en abuse. Hein. Donc, avec Ocimum basilicum, SSP basilicum, vous préférez peut-être que je vous parle en vernaculaire. Qui l'a reconnu celui-là? Ah. Basilic tropical, basilic exotique, hein, il y a plein de petits noms. Alors ça aurait pu d'ailleurs, cela dit simplement précisé comme ça aurait pu être un basilic communal d'ailleurs. Donc on va également son cousin biochimique, hein, Artemisia dracunculus, qui est aussi d'ailleurs son cousin qui est de la même famille. Lavandula angustifolia, donc en interne. Alors, je vous proposerai des formules après, donc je ne vais pas rentrer dans les détails des posologies de ces plantes. Là, je vous propose juste des pistes. Hein. Après, à la fin, plus tard, je vais vous poser des petites formules. Hein. Du coup, pour le transit perturbé, particulièrement pour ce qui est de la constipation, parce que c'est vrai que la diarrhée, si elle est non infectieuse en aroma, c'est pas le premier soin d'intention. Hein. On va choisir d'autres choses plus intéressantes avec d'autres molécules, notamment des mucilages, hein, du psyllium, des choses comme ça. Pour ce qui est de la diarrhée. Mais par contre, pour ce qui est de la constipation, en aroma, on sait très bien faire, notamment avec une plante majeure pour ça, Zingiber officinalis. Qui est-ce? Le gingembre. Bon, dis donc, est-ce que j'aurais des arboristes devant moi? C'est incroyable. Et puis, on peut aussi utiliser la coriandre fruit. Ballonnement, flatulence, borborygme, voilà, donc on retrouve notre basilic, on retrouve notre gingembre, très intéressant pour ça. Et je rajoute, c'est normal que Gilles Corjon ne soit pas là, parce que je parle d'une de ses chéries absolues, Angelica, Arcangelica, hein, Angélique, racine, je n'ai pas précisé d'ailleurs, mais ça peut bien mettre racine, ou alors également la cardamome. Pour la fatigue en externe, bon, ça, en aroma, on sait bien comment on fait avec ce genre de plantes, notamment Pinus ponderosa. On peut mettre sur le niveau des surrénales. Hein. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que notre gingembre est aussi bon pour la fatigue. Donc, décidément, il a toute sa place dans le syndrome du côlon irritable. Pour les troubles du sommeil, en externe, en diffusion, on peut voir diffuser notre Lavandula angustifolia. Hein, vous avez bien reconnu. La lavande vraie. Notre Citrus aurantium amara feuille, c'est le petit grain, bigarade. Notre Humulus lupulus qu'on voit en photo, donc notre blond. Hein, alors sous forme d'huile essentielle s'il vous plaît, parce que la forme pierre n'est pas préconisée dans le syndrome du côlon irritable, je précise. Cela dit, je suis moi-même un bon pratiquant hein, à ce niveau-là. Donc, au niveau des maux de tête, céphalée, hein, donc un interne externe, on va retrouver donc Mentha piperita qui va nous intéresser un petit peu aujourd'hui, on va voir. La lavande vraie. Hein. Pour les lombalgies, alors pourquoi on souffre de lombalgie quand on a le syndrome du côlon irritable? Tout simplement parce que vous avez, alors, ma soeur est ostéopathe, hein, donc elle va vous parler donc, au niveau osseux, souvent c'est simplement un miroir de ce qui se passe au niveau organique. Et donc, quand vous allez être crispé, notamment particulièrement quand vous allez être constipé, vous allez donc être complètement raide au niveau notamment du bas du ventre, et ça va venir vous crisper au niveau des paravertébraux. Hein, et donc, vous allez avoir
Donc une lombalgie jusqu'à même, potentiellement, moi j'en ai vraiment souffert pendant le syndrome du côlon irritable, jusqu'à le lumbago, tout simplement, par une réaction, enfin, on a l'image au niveau articulaire de ce qu'on a également au niveau des organes à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est quelque chose d'assez courant quand même, de souffrir de lombalgie à ce niveau-là. Donc qu'on peut apaiser avec Coralia citriodora. Ah, déjà c'est difficile. C'est son ancienne... Ah mince, bon, il m'a spoilé. Donc c'est l'eucalyptus citriodora, l'eucalyptus citronné. Gualteria fragrantissima. Alors j'ai mis fragrantissima, mais si vous avez une procumbens, c'est bien aussi. C'est juste que je suis personnellement plus intéressé par la fragrantissima, que je trouve plus fine, et qui en plus au niveau éthique, quand on se procure cette huile essentielle au niveau du Népal, on fait travailler des petites familles qui font ça à l'ancienne, la tradition, la distillation, qui font ça très bien. Et donc c'est voilà, c'est pour ça. Mais si vous avez une procumbens, d'un point de vue biochimique, c'est quasiment strictement la même. Donc 99% de salicylate de méthyle. Alors, et puis on peut utiliser un Grossmanus officinalicete bornéon qui est le nom du camphre, donc un romarin à camphre. Vous pouvez également utiliser un romarin de montagne, tout simplement, qui est aussi un kémotique camphre single, mais camphre quand même. Alors, mauvaise haleine, vous pourrez prendre donc Apium graveolens, qui est le... J'ai entendu? Le céleri. Alors. Donc le grand, on va dire, anti-odeur de l'organisme. Quand vous mangez du céleri, sachez que vous n'avez pas besoin de mettre de déodorant, vous n'avez pas besoin... Alors si, il faut se brosser les dents, c'est important. Mais vous allez avoir... Non mais c'est vrai en plus, en mangeant du céleri, alors en prenant de l'huile essentielle de céleri à fortiori, mais en mangeant du céleri, vous allez avoir un effet... c'est marrant, vraiment anti-odeur au niveau physique, et vous aurez notamment par exemple la transpiration qui sera moins désagréable. Donc pour la mauvaise haleine particulièrement, vous pouvez également utiliser de la menthe poivrée. Je conseille plutôt la trace plus que la goutte. Qu'est-ce que la trace? Alors ça c'est pas très scientifique, mais c'est très très pratique. La trace, quelqu'un a un flacon d'huile essentielle parce que paradoxalement j'en ai pas sur moi. Vous n'avez pas d'huile essentielle, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, merci. Voilà. Donc la trace, qu'est-ce que c'est? Je vais pas mourir, non c'est bon. Donc, attendez, je pose. Donc la trace d'huile essentielle, c'est que vous mettez tout simplement vos doigts sur le bouchon et vous ne le retirez pas. Faites tac-tac. Voilà. Là, c'est juste luisant. Et c'est pas une goutte. C'est pas une goutte, c'est une trace. Et hop, c'est du titri. C'est pas bon, Pour parler de la mauvaise haleine, c'est fort à propos. C'était là. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est la trace. Et avec la menthe poivrée, quand il s'agit juste d'une utilisation où on veut simplement aromatiser son haleine, je préfère vous parler d'une trace que vous pouvez reproduire régulièrement plutôt qu'une goutte qui pourra avoir l'effet du Fisherman's Friend. Vous connaissez le bonbon? C'est Beach Kong. Donc, vous pourrez également, pour la mauvaise haleine, donc utiliser aussi de la coriandre. Ce qui est nausée, on va retrouver nos basilic, tropical basilic exotique. On va retrouver pieprita, non c'est mental piperita. Alors j'adore, c'est le B. Ou citrus limonum, qui est donc le citron. Alors en exemple de formule en interne, donc vous allez mélanger les dosages que je vous propose. Mais vous n'avalez pas tout ça d'un coup. J'ai précisé en dessous comment faire après. Donc 2 ml de menthol piperita pour son utilisation anti-inflammatoire intestinale et antalgique. Également cholagogue et cholérétique, donc une action sur le foie, et donc sur sa production d'amide et sur la véhicule biliaire. Vous allez pouvoir utiliser également 2 ml de cardamome antispasmodique. Carminative, qu'est-ce que ça veut dire carminative? Oh, pardon, excusez-moi, j'ai des terroristes. J'ai l'habitude avec l'école. Tout le monde sait. Facilite l'expulsion des gaz et limite leur production. Ça empêche de péter, si vous voulez. Eupeptique en général, eupeptique qui facilite la digestion en général.
Vous allez pouvoir utiliser donc avec 2 ml de gingembre officinalis, donc notre gingembre qui est peptique carminatif antispasmodique et aussi un tonique général de l'organisme. 2 ml de basilic tropical pour son action antispasmodique, tonique hépatique également, mais qui est également calmante, relaxante et défatigante. Basilic tropical, il a cet intérêt d'être à la fois tonifiant, donne de l'énergie, mais à la fois relaxant. C'est-à-dire que vous êtes alerte, mais tout en étant posé. C'est génial, c'est une méditation à part entière. Et vous allez pouvoir utiliser également 2 ml de coriandre, fruit, pour son action antispasmodique, analgésique digestif spécifiquement, un analgésique spécifiquement digestif, et son aspect décongestionnement général. Alors comment vous allez procéder? Vous allez faire une goutte du mélange, donc une goutte de l'ensemble, vous aurez fait vos petits flacons, donc si vous calculez, vous allez voir que j'ai fait pile 10 ml. Alors j'ai respecté, je ne le vois pas dans la salle, mais Patrice de Bonneval, le jour de mon examen, m'a incendié parce que j'ai osé faire une formule avec 4 huiles essentielles. J'ai un souvenir mémorable. Non, quand vous avez Patrice qui s'énerve sur vous, je peux vous dire ça. Donc, du coup, dans toutes mes formules, j'ai dit, mon Dieu, est-ce que j'ai bien un nombre impair? C'est bon. Donc, pourquoi? Parce que pour lui, quand vous mettez un nombre pair quel que soit ce que vous faites, en fait, si vous êtes, que ce soit les huiles essentielles, que ce soit une tisane, que ce soit un mélange d'hydrolat, si vous mettez un nombre pair, vous stabilisez, vous équilibrez. Donc du coup, vous empêchez d'aller vers le changement. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est de la numérologie. Mais comme mon professeur m'enseigne ça, moi je retiens. Donc, et quand vous mettez un nombre impair, vous déséquilibrez, donc vous ouvrez vers le changement, en fait. Tout simplement. Donc dans cette formule, non mais en plus, j'ai pas fait, non, je n'avais pas rajouté, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Non, si vous lisez les propriétés, vous voyez que c'est cohérent. Donc, une goutte du mélange 6 fois par jour avant chaque repas et entre chaque repas en sublingual ou dilué dans du solubol dans un verre d'eau. Le solubol, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange végétal, notamment sur une base de glycérol, qui vous permet non pas de solubiliser, parce que c'est pas le bon terme, mais plutôt de disperser l'huile essentielle dans un milieu aqueux. Voilà. Et là, c'est végétal, et il n'y a pas d'éthanol dedans. Désolé de vous décevoir. Donc, ça on a fait. Donc, en externe, vous pourriez mélanger donc, notre gingembre 2 ml, notre basilic 3 ml, notre lavande 5 ml dans de l'huile végétale de macadamia qui a l'intérêt d'aller loin dans les tissus. Le macadamia qui est en plus très anti-inflammatoire. Donc, c'est tout l'intérêt de l'herboristerie, c'est que nos excipients sont actifs. Donc, une onction sur le ventre et le bas du dos 3 fois par jour. En diffusion, vous pourriez également diffuser de la lavande, du petit grain et de la cardamome, donc matin et soir. Et vous pouvez également l'utiliser en olfaction, c'est-à-dire simplement respirer le flacon en cas de stress pendant la journée. Alors, en complément de ça, donc on commence à s'intéresser, donc là on va aller un peu plus loin dans le terrain, donc je vais vous reparler du coup très brièvement de l'hydrolathérapie. Mais l'intérêt de l'hydrolathérapie, comme l'a expliqué Véronique avant moi, c'est que c'est une approche qui est aussi très complète et de par sa structure même. Déjà, enfin la structure de la thérapeutique, je parle, je parle pas de l'hydrolat, je parle de comment on fait de l'hydrolathérapie. En l'occurrence, on l'a fait sur de longues périodes. Donc Véro vous l'expliquait jusqu'à 40 jours. Moi, pour faire simple, je propose de mélanger, donc d'utiliser un flacon de 500 ml et de prendre une cuillère à soupe par jour dans 1,5 litre d'eau, et que vous mélangez sous forme d'un vortex. Donc une cuillère à soupe de l'hydrolat ou du mélange d'hydrolat que vous voulez utiliser, je vous aurai une formule après de toute façon, vous le verrez dans le concret, dans 1,5 litre d'eau, vous mélangez et vous buvez tout au long de la journée. Et vous faites ça donc avec un flacon au départ de 500 ml. Et moi ce que je dis aux gens, vous allez jusqu'à la fin du flacon. Et ça correspond à peu près entre 30 et 40 jours. Voilà. Comme ça, et puis comme ça vous n'embêtez pas à calculer. Ça c'est mon approche personnelle. Qui a apporté ses fruits nombre de fois. Donc l'intérêt de l'hydrolathérapie, c'est qu'en réinformant votre eau intérieure, vous allez donc agir au niveau du terrain. Alors, en proposition de formule, je mets, vous voyez, donc 5 fois 100 ml, et avec, donc, vous voyez, nombre impair. Patrice, c'est bon? Donc,
avec Pimpinella anisum. Alors, l'anis vert en huile essentielle, c'est quoi son inconvénient? Il est neurotoxique. En hydrolat, comme on dit, c'est open bar. Donc, pour son action carminative décongestionnant cholérétique, et en plus c'est agréable, hein, vous faites une hydrolathérapie, vous avez l'impression de boire un petit pastis. Donc, 100 ml d'angélique archangélique, en hydrolat, vous allez voir, c'est très très bon. Hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas forcément l'odeur de l'huile essentielle, en hydrolat, moi je trouve ça juste génial. Donc, antispasmodique, anti-inflammatoire, tonique général, équilibrant nerveux. Et alors, pour son action dite plus subtile, moi j'aime bien appeler de son action psychosensorielle. Hein, elle vous apporte confiance et apaise les peurs. 100 ml camomillum nobilé ou antémis nobilis pour le ventrine, donc par leur également apaisant anti-inflammatoire, spécifique de l'intestin. Donc vraiment, camomille, c'est l'anti-inflammatoire, c'est de l'évolution, c'est de l'assistance de l'intestin, du type de nutrition urinaire, mais particulièrement l'intestin. Donc, continue à apporter un geste sanguin. 100 minutes de l'intervention tonique générale, antalgique, anti-inflammatoire, antispasmodique, spécifique du type de donc on apaise les retours de surface, et elle a discuté une insécurité, des sentiments d'insécurité. Et 100 minutes de mystère lavande vraie, et série absolue en masse, c'est-à-dire que c'est une partie. Alors, l'intérêt de la lavande, d'ailleurs, c'est quand on produit des chimiques avec la répartition de ces molécules, vous savez, sur l'effet positivement, négativement, sec, humide, je ne sais pas, vous connaissez cette classe hein, et on voit que le profil biochimique de la lavande est extrêmement équilibré. Et le fait de mettre de la lavande dans toutes les formules, non seulement à part potentielle allergie au linalol, hein, on est d'accord, mais le fait de mettre de la lavande dans toutes les formules, vous allez venir harmoniser et équilibrer votre formule en général. Donc lâchez-vous, mettez de la lavande vraie, mettez de la lavande vraie. Alors attention, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre des quantités faramineuses, hein, et choisissez bien la qualité de votre lavande. Donc, on mélange les hydrolats dans un flacon de 500 ml, on verse une cuillerée à soupe par jour dans une bouteille d'eau d'1,5 litre. Bon, je dis 1,5 carrément parce que c'est ce qu'on recommande de boire toute la journée. En plus, bien s'hydrater, on va voir que c'est un traitement, c'est un accompagnement majeur du syndrome du côlon irritable. Et on renouvelle jusqu'à la fin du flacon de 500 ml. Voilà. Alors, moi j'ai cherché, donc du coup, bien avant ça, hein, j'avais trouvé une étude très très intéressante, donc une étude clinique, qui a été faite sur l'utilisation des huiles essentielles pour le syndrome du côlon irritable, et particulièrement avec une huile essentielle qui est tout simplement la menthe poivrée, Mentha piperita. Alors, je vous ai résumé cette étude parce que je ne voulais pas vous endormir. Je sais que Nicole a tendance à s'endormir pendant les conférences. Ça y était balancé. Ça va, je t'endors pas trop? C'est bon? Si tu veux, je bouge plus. Donc, elle a été menée sur... on a donc divisé un groupe de 50 personnes en deux groupes, avec un groupe placebo de 26 personnes qui prenaient des gélules de maltodextrine aromatisées à la menthe, mais sans huile essentielle. Donc aromatiser la menthe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On met du menthol, hein, la plupart du temps. Et un groupe, donc le groupe huile essentielle de 24 personnes, dans lesquelles on a donné des gélules gastro-résistantes contenant 225 mg d'huile essentielle de Mentha piperita. 225 mg d'huile essentielle Mentha piperita. Moi, quand on connaît l'aromathérapie, on sait que 225 mg d'huile essentielle en une seule prise de Mentha piperita, c'est costaud. Ça représente combien de gouttes? À peu près entre 4 et 5 gouttes d'huile essentielle en une seule prise. Et là, des gastro-résistants, donc des gélules qui allaient s'ouvrir directement dans l'intestin. Hein. Les symptômes étudiés donc, étaient multiples, tels que ballonnement. Alors, je vous donne les sources à la fin. Hein. Donc, si vous voulez, vous voudrez à la fin retrouver cette étude. On la retrouve très facilement sur Internet. Donc, vous l'aurez donc en source à la fin du PowerPoint. Donc, les symptômes étudiés étaient multiples, tels que ballonnement, douleur abdominale, diarrhée, constipation, urgence des selles. Je vous ai résumé l'étude, parce qu'elle s'est allée sur 4 semaines. Hein. Donc, au terme de ces 4 semaines, il en ressortait clairement que la prise d'huile essentielle de menthe poivrée, Mentha piperita,
améliorer de manière sensible les désagréments associés au syndrome du côlon irritable, mais de manière vraiment sensible, concrète. Alors, probablement lié à ses propriétés antalgiques, analgésiques, antispasmodiques, anti-inflammatoires de l'amande poivrée. Et moi, je suis allé plus loin dans mon analyse personnelle. C'est que chez Myrtille, on aime bien également étudier sur l'approche de l'Ayurveda, sur l'approche de la médecine chinoise. En Ayurveda, Manta piperita vient calmer le pitta. Vous savez, vous connaissez le dosha pitta, le tempérament pitta, c'est-à-dire le tempérament feu. La digestion en Ayurveda, c'est ce qu'on appelle l'énergie Agni. Hein. Et quand vous utilisez de la menthe poivrée qui est glaçante, hein, vous venez calmer le feu Agni, donc le feu de la digestion. Vous venez apaiser l'excès de pitta. Hein. L'excès de pitta qui se manifeste aussi au niveau des tempéraments bilieux, colériques, qui s'emballent facilement. Voilà. Donc avec Manta piperita, vous venez calmer tout ça et vous venez aussi mettre de la conscience au niveau de tout ça. Vous voyez que, en plus, l'intérêt de Manta piperita, c'est que ça a une action puissante au niveau digestif, mais ça a aussi une action puissante au niveau du système nerveux. Hein. Donc vous allez avoir des propriétés antalgiques, antispasmodiques au niveau digestif, mais vous allez avoir aussi un effet au niveau psychique, vous allez apporter de la conscience. Vous allez conscientiser. Moi, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Alors, en soins complémentaires, donc prise de probiotiques adaptée, donc souvent très efficace dans la prise en charge de ce syndrome. Un sommeil suffisant et régulier, donc ça c'est ce qu'on voit avec l'étude sur les infirmiers aux États-Unis, hein, où l'incidence des sommeils irréguliers, si le sommeil est irrégulier, vous allez avoir plus de risques de déclencher ce syndrome. Donc le repos tout simplement, donc le repos en général, hein, notamment simplement prendre une semaine de vacances. Non, mais pour certains, vous savez, c'est compliqué, hein. Je vous en parlerai.